Pourquoi, 30 ans après, le Lyon-Turin fait-il toujours débat? Quels sont les arguments de ceux qui s'opposent au chantier? Que répondent au contraire ceux qui le défendent dans notre région? On va tenter de tout comprendre, de tout vous expliquer tout de suite dans Dimension Politique. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous, mesdames, messieurs, les invités de cette émission exceptionnelle. On a un peu organisé le plateau d'une façon binaire. Vous ne nous en voudrez pas, avec à la droite de votre image des représentants de l'opposition au Lyon-Turin, à la gauche de votre image des représentants des partisans du Lyon-Turin. Avec nous donc sur ce plateau, Émilie Bonivard, bonjour. Bonjour. Députée Les Républicains de la 3e circonscription de la Savoie, des Portes de Chambéry à la Haute-Maurienne, conseillère régionale également. Face à vous, Alexandra Caron-Cuzet, bonjour. Bonjour. Conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, vous siégez notamment à la commission Aménagement du territoire. Marina Ferrari, bonjour. Bonjour. Députée Renaissance de la 1re circonscription de la Savoie, de la région d'Aix-les-Bains notamment et de l'Avant-Pays. Jean-François Coulombe, bonjour. Bonjour. Député Modem, effectivement, pas Renaissance. Jean-François Coulombe, c'est bien de me souffler. Jean-François Coulombe, bonjour. Donc, député NUPES France Insoumise de la 4e circonscription de la Savoie, Chambéry et les Bauges. Antoine Fatiga, bonjour. Bonjour. Représentant de la CGT, vous êtes donc favorable à ce Lyon-Turin. Enfin, Daniel Ibanez, bonjour à vous aussi. Bonjour. Lanceur d'alerte, militant de longue date opposant au Lyon-Turin. Vous êtes l'un des fondateurs de l'association Les Amis de la Terre. Tout au long de cette émission... Pas fondateur, mais... Oui, tout à fait. Oui. Je commence bien cette émission. En tout cas, vous êtes un membre important des Amis de la Terre. Tout au long de cette émission, nous serons également en Italie avec le plus italien de nos journalistes, Fabrice Lega. On va vous retrouver tout de suite, Fabrice, pour savoir un petit peu comment ça se passe côté italien, où en est-on de ce chantier du Lyon-Turin, et notamment dans la vallée de Suse, connue pour être un bastion de l'opposition au chantier. Bonjour Jordan, bonjour à tous. Eh bien oui, on pourrait croire qu'elle se nomme ainsi, cette Val di Susa. Tant depuis 15 ans, on entend parler d'affrontements réguliers entre les forces de l'ordre et les opposants à la construction de ce Lyon-Turin. En tout cas, sur les 80 km de long de cette vallée, de la frontière française jusqu'à Turin, on ne compte pour l'instant que 2 chantiers principaux, à commencer par le chantier historique du Lyon-Turin, celui de Chiomonte. Et en 2012, on a commencé à y creuser une galerie de reconnaissance géologique qui est en train d'être élargie actuellement pour devenir une galerie de ventilation et d'accès au futur grand tunnel de base vers la France. Et puis le second chantier, il a ouvert ici, juste derrière moi, en 2021. C'est celui de San Didero. Ici, il s'agit de déplacer un autoport pour camions situé sur un nœud autoroutier pour laisser place d'ici quelques années à la grande gare internationale de Susa, l'alter ego en quelque sorte de la gare de Saint-Jean de Maurienne. Mais de tout cela, bien sûr, nous reparlerons plus tard dans l'émission avec nos invités italiens. Et on compte sur vous, Fabrice. Alors, on va entamer cette émission avec une question volontairement un peu provocatrice, histoire de bien planter le débat. Est-ce qu'on peut encore arrêter ce chantier du Lyon-Turin? On entend en Italie comme en France des gens qui disent, des militants qui disent il faut arrêter ce chantier. Est-ce que c'est encore possible, Alexandra Caron-Cuzet? Nous, on pense que c'est possible, puisque sur les 2 fois 57,5 km, il n'y en a que 10 qui ont été creusés. Donc il reste encore plus de 100 km à creuser et il y a d'autres chantiers qui avaient été arrêtés. Dans son temps, même le tunnel sous la Manche avait été arrêté par l'Angleterre parce qu'il n'y avait plus les conditions économiques. Il a été terminé finalement. Terminé effectivement, mais on peut citer Notre-Dame-des-Landes qui a été arrêté et qui n'a jamais été terminé puisque jamais commencé. Donc oui, on pense que c'est encore possible, c'est toujours possible de bien faire. Et pourquoi, selon vous, faudrait-il l'arrêter, Daniel Ibanez, ce chantier? C'est assez simple, c'est que on a une ligne existante qui est capable de faire circuler des marchandises, des voyageurs, et que, c'est pas nous qui le disons, ce sont toutes les hautes administrations, tous les hauts fonctionnaires, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux des finances, tout le monde dit on peut utiliser la voie existante, le tunnel transfrontalier dans lequel on a fait des travaux, donc on peut utiliser. En fait, nous ne sommes pas opposants au fret, on dit il faut le faire tout de suite, c'est d'ailleurs urgent. Il faut utiliser tout de suite la voie existante qui a été rénovée, il faut utiliser le tunnel existant, et après, s'il y a des aménagements, on peut les faire. Mais que l'on montre d'abord ce que l'on sait faire en fret, ce que l'on voit, c'est que depuis 20 ans, le fret ferroviaire a été détruit. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous qui êtes... Il y a plusieurs choses d'abord. Je dirais, il faut si on veut avoir un débat correct entre nous, il faut qu'on évite de se dire des bêtises. Les Italiens ont fait une étude, Madame Cuzet devrait le savoir,
pour justement, quand le mouvement 5 étoiles était au gouvernement, pour savoir combien coûterait justement d'arrêter le chantier. Ils ont renoncé, puisque ça coûterait plus cher d'arrêter le chantier que de le continuer lui-même. Donc ça, c'est factuel. Un journal italien parle de 4 milliards d'euros rien que pour dédommager les entreprises. Après, deuxièmement, par rapport à ce qui a été creusé aujourd'hui, on en est bien au-delà, puisque c'est pas 57 qu'on creuse, c'est 160 et quelques kilomètres, puisqu'il y a les voies d'accès, vous l'avez dit vous-même. Donc aujourd'hui, on est à peu près à, je crois que c'est autour de 25-30% de creuser. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais je pense que pour élever le débat, et puis je reviendrai sur ce que dit M. Ibanez, qui connaît pas le ferroviaire, mais dire, il faut qu'on se remette, pour les spectateurs, dans un cadre général. Nous, ce que nous soutenons au niveau de la CGT, ce n'est pas que le petit bout du Lyon-Turin. Nous mettons l'ensemble dans un cadre d'un réseau de transport européen qui est aujourd'hui à construire et qui est tout à fait une priorité de l'Europe, priorité pour le fret ferroviaire. Donc on est au moins déjà d'accord pour une chose, nous sommes pour la priorité au fret ferroviaire. Nous disons, si nous ne faisons pas ce réseau de transport européen, des marchandises voulues par l'Europe et que nous soutenons, eh bien de fait, il y aura toujours la priorité aux camions. Et c'est ça qu'il faut, je dirais, débattre entre nous. Après, sur la réalité de ce qu'on peut mettre sur la ligne, on y reviendra. Je veux dire, même les cheminots n'y croient pas, donc à ce que dit M. Ibanez. Alors, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pardon, excusez-moi, je crois que c'est un pour un contre, c'est ça? Pas forcément, mais... Allez-y, monsieur Coulomb, et on écoutera Mme Ferrari et Boniva. Donc, oui, simplement pour revenir sur ce qu'Antoine disait, pourquoi il n'est pas possible de revenir sur la question du Lyon-Turin au-delà des questions de financement, comme l'a très bien souligné Antoine Fadika, c'est juste parce qu'il s'agit d'une urgence de transition écologique majeure. Mais ça va être très long à construire. C'est le principal. Le tunnel de base, la mise en service, c'est 2030. Donc si on démarre les accès rapidement, c'est d'ici une dizaine d'années. Donc on est sur une échelle qui est totalement acceptable, sur une infrastructure qui va organiser le transport et diminuer les impacts environnementaux dans les vallées alpines, qui nous projette sur les 100 prochaines années. La réalité, c'est qu'évidemment, la ligne historique ne peut absolument pas absorber un report massif de la route vers le rail. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va juste préciser, cette ligne historique, c'est celle qui part d'Éton, en Savoie. Alors, Chambéry, oui, plus précisément. Chambéry jusqu'au Mont-Cenis et qui passe par l'Italie. Pourquoi ? Trois raisons principales. Le Mont-Cenis, les conditions de circulation dans le Mont-Cenis pour les trains ont évidemment évolué depuis la catastrophe du Mont-Blanc et nous ne pouvons passer en fret et transport international que 40 passages de train par jour par le Mont-Cenis. Donc ça signifie 24 trains aller, 24 trains retour. La voie historique, elle a une capacité massive de 10 à 15 millions de tonnes. Le transport de marchandises par les Alpes, par la route, au total, c'est 43 millions de tonnes. Donc on nous dit qu'on va faire du report modal massif avec une ligne historique qui est capable de supporter seuls 10 à 15 millions de tonnes. Et par ailleurs, j'ajoute que la ligne historique est déjà saturée sur certains de ses tronçons. La réalité, pourquoi ? Parce que c'est une ligne mixte entre le fret, le voyageur, TER, le transport du quotidien, et la ligne LGV qui va jusqu'à Turin. La ligne entre Chambéry et Montmélian, aujourd'hui, elle est en termes de capacité utilisée à 76%. À 76%. Et la ligne entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry est utilisée à 65%. Donc Saint-André-le-Gaz, Chambéry, c'est le nord de l'Isère. Exactement. Donc évidemment que la ligne historique ne peut pas absorber un fret massif, même s'il faut, bien entendu, augmenter aujourd'hui ses capacités. Jean-François Coulomb, Daniel Ibanez, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Juste, vous faites beaucoup d'affirmations. 40 trains, vous sortez ça d'où ? De la SNCF. De la SNCF. Oui. Et à quelle mesures de sécurité. De la commission intergouvernementale. Mais de quel règlement européen? Ibanez, je vais vous dire encore une autre chose. Non, mais de quel règlement? Il me pose des questions, je réponds. Il y a eu le règlement de sécurité. Tenez, je vous l'ai imprimé, le règlement de sécurité, et comme vous êtes député et que vous venez de dire beaucoup de mensonges, vous allez me trouver, trouvez-moi juste l'extrait qui interdit d'utiliser. Non, mais je viens de vous donner le règlement européen, trouvez-moi l'extrait dont vous faites. Donc, la deuxième chose, je vais quand même répondre à la deuxième chose. J'ai siégé aux assises de la mobilité et à l'observatoire de la saturation. Les 76% dont vous parlez sont 76% aux heures de pointe. Et en fait, la vérité, j'ai ici les diapositives et l'ensemble des choses. Vous venez de nous dire que le tunnel serait mis en service en 2030. C'est ce que vous venez de nous dire. J'ai ici l'annonce de Pôle emploi qui annonce
10 ans de travaux et que le premier tunnelier arrivera en 2024. Comme moi, vous savez compter, ça fait 2034. Donc déjà, vous voyez, ça c'est l'annonce Pôle emploi. Ça c'est la première chose. Ah oui. L'autre chose, c'est que pour décider du calendrier du Lyon-Turin. Non, mais okay. je suis désolé. Je suis désolé. La deuxième chose, c'est que vous nous annoncez qu'il n'est pas possible de faire passer plus de trains entre Chambéry et Montmélian. Et c'est factuel. Non, mais ça n'est pas factuel puisque j'ai moi-même fait corriger les chiffres à la SNCF qui annonçait 200 trains par jour. Ils sont revenus à 139 pour une capacité qu'ils ont reconnue eux-mêmes de 280 trains. Ça fait qu'il reste encore 140 passages par jour et dans les deux sens. Vous pouvez nous expliquer avec des allégations et sans aucun document ce que vous faites depuis plus de 10 ans. On va laisser Marina Ferrari répondre. Les documents, nous les avons. Marina Ferrari, on vous écoute. Sur votre question, s'il vous plaît, ça devient un peu cacophonique. Marina Ferrari. Faut-il ou peut-on arrêter? Alors, je pense qu'on ne peut pas arrêter le chantier aujourd'hui. C'est plus un projet, c'est un chantier, c'est parti et c'est heureux. Et les facteurs économiques ont d'ailleurs été rappelés, entre autres. Faut-il l'arrêter? Moi, je pense qu'il ne faut pas l'arrêter. Alors, je reprends vos chiffres, puisque je vais me baser sur les vôtres. Aujourd'hui, accepteriez-vous devoir passer 140 trains de fret dans la Combe, le long du lac du Bourget, dans l'agglomération aixoise, dans l'agglomération chambérienne? Moi, je ne le souhaite pas. C'est ce qui circulait, dans les années 2000. Et ce à quoi on a voulu mettre un terme précisément. Et moi, je n'ai pas envie aujourd'hui, notamment pour des raisons de protection de nos populations et du lac du Bourget, entre autres, qu'on revienne à une situation qu'on a connue et qui était difficile. Mais vous n'ignorez pas on va regarder, on a ces images, puisqu'un drone de France 3 a survolé cette fameuse ligne historique. On va voir ces images donc entre Chambéry et Annecy. C'est vrai que la voie passe juste au bord du lac. Ça pose quand même question. Absolument. Ça pose quand même question. En Suisse, toutes les voies passent au bord des lacs. Et ça a toujours été comme ça. En Suisse, ils ont fait sud qu'ils viennent de construire avec 3 tunnels. Alors, ces images-là. Alexandra Caron. Alors, moi, je trouve que le principal problème, quand même, de ce Lyon-Turin, c'est que en fait circuler, il n'y a rien à réfléchir. On n'arrive même pas à se parler correctement. Donc moi, j'aimerais bien que l'on repose les choses. Quand vous parlez du GIEC, le GIEC, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans 3 ans, on est au pic des émissions. Oui, justement. Oui, et que du coup, en 2030, on a moins 50% des gaz à effet de serre qui ont diminué. Moins 50%. Donc ce que l'on dit, nous, c'est maintenant, il faut s'interroger sur c'est quoi nos besoins et comment on arrive à cet objectif. Pour arriver à cet objectif, qui est un objectif, mais qui est absolument fondamental pour notre avenir. Vous parlez de dans 100 ans. Pour que dans 100 ans soit possible, il faut qu'on soit à la hauteur de ce que nous demandent les scientifiques du rapport du GIEC. Du coup, il faut pouvoir rénover cette ligne existante pour que ça se fasse maintenant. Sur les objectifs fondamentaux, je pense que nous sommes absolument d'accord sur les objectifs fondamentaux qui est aujourd'hui de redonner de l'air à nos vallées, d'enlever les camions de la route. Là, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut aller vite. Et il faut aller sur une solution qui soit la plus efficace possible. Oui. Moi, je ne souhaite pas, et je pense que nous sommes plusieurs à partager cet avis, qu'on continue à avoir 2500 camions jour aujourd'hui sur la voie rapide de Chambéry. Voilà. Avec demain des risques de report du Mont Blanc de 1800 camions jour qui pourraient arriver. D'accord? Donc c'est la santé de nos populations qui est en jeu. Si on prend votre solution d'aménagement de la ligne historique, ça veut dire qu'on va s'inscrire à long terme dans une solution où on accepte de voir passer jusqu'à 15 millions de tonnes aussi sur du fret. Alors, pour bien comprendre Marina Ferrari, la ligne historique, c'est ça qu'on voit à l'image qui va apparaître. L'ensemble de la liaison ferroviaire Lyon-Turin avec les accès. On ne peut pas dissocier les deux. Et il faut aller très vite. La ligne numéro 1 du métro est aussi une ligne historique. Effectivement. Donc la ligne existante, la voici, au bord du lac du Bourget. Pour vous, il y a vraiment l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut construire cette nouvelle ligne ou pas pour éviter d'utiliser celle-ci. Bien sûr. Mais je suis très étonné que les partisans de l'évacuation des trains sur le bord de cette voie ne soient pas du tout les partisans de l'arrêt de l'aéroport de Chambéry, qui lui est à 300 mètres. On va surtout pas ouvrir le débat de l'aéroport de Chambéry aujourd'hui. On a suffisamment à faire. On a suffisamment à faire. Tu as raison, je veux dire par rapport à des promesses. Non, mais juste une chose pour rebondir sur ce que dit Alexandra. Moi, je crois que le débat qui doit nous animer ici, puisque, a priori, on est tous d'accord pour qu'il y ait du report de marchandises de la route vers le rail, que deuxièmement, on est d'accord
et moi je suis d'accord aussi pour que ça se fasse tout de suite, qu'on n'attende pas 2032, même si je pense que l'infrastructure existante n'est pas bonne, mais n'est pas au niveau qu'il faudrait, mais bon, des enjeux, mais qu'on le fait tout de suite. Mais je veux dire, regardons bien ce qu'ont fait les Suisses. Non, mais juste pour bien se dire, parce que c'est les conditions du report modal qui me semblent être les conditions fondamentales. Les Suisses, eux, sont arrivés aujourd'hui à transporter très majoritairement sur le ferroviaire et très peu sur le poids lourd. C'est le pays le plus développé au moment sur le transport ferroviaire. Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais, les Suisses ont prioritairement mis de l'argent sur le rail. En France, on met 40 €. En Suisse, on en met 400. Donc, on en met 10 fois plus sur le rail. C'est vrai. Deuxième chose, les Suisses font des contrôles routiers et sanctionnent les transporteurs routiers bien au-delà de ce qu'on peut faire nous. Et moi, je peux le savoir, en tant que responsable des transports routiers de marchandises, je pourrais dire la réalité des gens qui traversent. Donc, pourquoi est-ce que les députés qui sont ici ne poseraient pas la question au gouvernement en disant pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus de contrôle et pourquoi vous ne sanctionnez pas les gens qui sont en infraction? Ça éviterait des accidents sur la voie publique urbaine. Et puis la troisième chose, c'est que quand un poids lourd en Suisse traverse la Suisse, il paye plus cher que le train. Mais pourquoi aujourd'hui on ne fait pas payer à chaque mois de son juste coût? C'est 100 milliards d'euros. Il paye exactement comme les Suisses. Il ne le paye pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Monsieur Bouvard qui l'a écrit. C'est pas vrai. Et c'est ce que disent les amis de la Terre qui sont les défenseurs des lobbies routiers et pas les défenseurs du ferroviaire. C'est Monsieur Bouvard qui l'a écrit. Oui, moi je vous parce que moi, je vais vous poser une question peut-être un peu naïve. Je vais vous poser une question un peu naïve, mais c'est pour bien comprendre les enjeux. S'il vous plaît. Question. N'abîmez pas l'image des syndicats. Messieurs, dames. N'abîmez pas l'image des Monsieur Bagnès, s'il vous plaît. Question un peu naïve. Pourquoi, si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre les camions sur des trains ou les marchandises sur des trains, si tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a urgence, pourquoi on commence pas avec la ligne existante en attendant d'avoir la ligne Turin? Les Suisses, parce que les Suisses ont d'abord saturé la ligne existante avant de faire le tunnel du Gothard. Et donc nous, c'est ce que nous demandons. Faisons tout de suite, maintenant, alors que les risques existent pour la santé, pour la circulation, la logistique, pour l'encombrement des voies de circulation, faisons tout de suite les aménagements qui restent à faire, parce que jusqu'à présent, on a investi 1 milliard dans la ligne existante. Ce serait dommage de ne pas rajouter les quelques dizaines de millions qui restent pour finir l'aménagement des quais et des mises en conformité des voies. Première chose. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas dit ici sur ce plateau, c'est que le projet, il est dans sa totalité, avec l'ensemble des tunnels, le Glandon, la Chartreuse, le Beldon. Excuse-moi, il se monte à 30 milliards. Bon, c'est de l'argent public quand même, ça. Il faut quand même. Mais bien sûr, c'est 30 milliards. Mais c'est même quelqu'un qui veut. Mais non, mais c'est les promoteurs du projet le disent. Et enfin, pour finir, il y a aussi une chose que nous avons pointé du doigt, c'est l'illégalité de ce projet quant au respect du règlement sur l'eau. Alors on va y venir, les questions environnementales, on va y venir, si on arrive à avancer un petit peu dans ce débat. On va juste avoir une réponse de Marina Ferrari sur la ligne existante, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser en attendant d'avoir le Lyon-Turin, et ensuite Émilie Bonivard, après on ira aux questions environnementales. Alors utiliser la ligne existante en la réaménageant... Même si j'imagine que ça ne ferait pas plaisir aux experts. Alors ça ferait pas plaisir à nos populations, ça c'est sûr, mais en plus, moi j'y vois un risque, c'est qu'on s'installe dans une situation pérenne. Voilà. Et moi ce risque pour moi il est inacceptable. Il est inacceptable. Alors que si on lance, mais pas du tout, alors que si on lance dès aujourd'hui les études préalables pour les accès, on accélère sur la question des accès, le tunnel de base, livraison 2032, tel qu'il est prévu. Si on lance pas tout de suite la phase opérationnelle, les études, etc. sur les accès, on va reporter ça aux calendes grecques. Ça veut dire que pendant 15 ans, ça fait 6 mois 20 ans, les attend, on va avoir du fret le long du lac. Pour moi, c'est inacceptable, donc il faut qu'on accélère et qu'on accélère vite. Elles étaient censées être annoncées au printemps par le gouvernement. Absolument. Donc j'ai d'ailleurs posé une question au gouvernement dès mon élection à l'Assemblée nationale en juillet, en demandant au ministre de se positionner, que le gouvernement se positionne clairement, puisqu'on a une attente très forte de nos alors selon des informations en France 3 du mois de septembre, c'est bien le scénario dit du grand gabarit qui serait privilégié par le ministre des Transports, donc c'est un tunnel sous la Chartreuse. Quand même, parce que le ministre a dit que c'était sous réserve du tour de table financier. C'est là que ça coince, c'est que c'est pas financé. On verra. Mais par contre, moi j'aimerais bien parler. Alors Émilie Bonivard voulait prendre la parole, je reviens vers vous après. Oui, simplement. La réponse est évidemment qu'il faut faire les deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'il faut travailler à une augmentation dès maintenant du trafic avec une vraie politique de fret en France qu'on a abandonnée depuis des décennies. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais je vous ai donné les chiffres. 43 millions de tonnes. Aujourd'hui, la ligne historique ne pourra absolument pas absorber 30 millions de tonnes de transfert de marchandises. Le trafic routier a augmenté par le Fréjus, les poids lourds, de 25% depuis 2014. Donc, on ne peut pas, c'est évidemment les deux choses en même temps. Les Suisses, qui ne sont pas les plus gros destructeurs de l'environnement, ont construit 3 tunnels nord-sud qui sont exactement l'équivalent de l'infrastructure
du Lyon-Turin Nord-Sud. Ils passent 70% de leurs marchandises par le train entre la Suisse et l'Italie. Nous, entre la France et l'Italie, on passe 93% de nos marchandises par la route, par les écosystèmes alpins qui sont fragiles. Et je terminerai sur le coût à jour de l'infrastructure Lyon-Turin, parce que je ne peux pas inclure le contournement ferroviaire de Lyon, qui de toute façon se fera. Et donc c'est 18 milliards d'euros. C'est 5 milliards la part que les Français ont à payer. C'est 75 euros par habitant sur 15 ans. Les Suisses ont payé pour une infrastructure identique 23 milliards. C'est 2700 euros par Suisse. Voilà, c'est ça la réalité du Lyon-Turin, une infrastructure de vraie transition écologique. Beaucoup de la Suisse, j'aimerais bien qu'on retourne en Italie. Je vous donne la parole tout de suite après, mais on va d'abord faire un petit tour en Italie pour voir où ils en sont justement du côté du chantier en Italie. Fabrice Legard, vous êtes avec le directeur général de TELT, Tunnel Euro-Alpin Lyon-Turin. On vous écoute, Fabrice. Oui, alors s'il y a une personne de ce côté-ci des Alpes qui connaît le dossier du Lyon-Turin par cœur, c'est bien de Mario Virano dont il s'agit. Mario Virano, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous avez été successivement depuis 2006, vous avez occupé tous les postes importants pour ce chantier, de commissaire extraordinaire du gouvernement, président de l'observatoire technique du Lyon-Turin avec les territoires concernés par ce tracé, et puis depuis quelques années vous êtes directeur général de TELT, tunnel Euralpin Lyon-Turin, et à ce titre-là, vous êtes bien placé pour nous dire où en sont les travaux. Alors le début du percement du tunnel de base, côté italien, c'est pour quand? Le tunnel de base, le 80% du tunnel de base est en France, le 20% est en Italie. Les chantiers et les marchés pour la partie française a été complété 100%. Le 20% qui reste côté Italie, nous avons les appels d'offres en cours et on estime qu'on pourra signer le contrat final pour la fin du printemps 2023. Il y aura globalement 7 tunneliers qui travaillent en parallèle en France et en Italie. Alors dans quelles conditions de sécurité les ouvriers qui seront affectés à ces chantiers pourront travailler? Parce qu'on sait que le gros problème côté italien, c'est les attaques des notaves contre les 2 chantiers actuels du Lyon-Turin. Oui, c'est vrai, mais c'est tout autre chose de ce que s'est passé en 2012, 2011. Au lancement du chantier. Oui, non, c'est tout autre chose. À ce moment-là, on parlait de milliers de personnes, quelquefois quelques dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on parle de quelques dizaines de personnes et au moment plus dur, quelques centaines. Est-ce que le climat d'affrontement entre forces de l'ordre et notaves risque encore de retarder l'échéance finale et la mise en service de l'ouvrage? Si les choses se passent comme dans les dernières 2-3 années, on peut avoir quelques ralentissements de quelques jours, de quelques semaines, mais rien. Il n'y a pas la question de la mise en cause ni du programme qu'on respecte. Alors le Lyon-Turin, c'est un serpent de mer aussi bien en France qu'en Italie depuis des dizaines d'années. Est-ce que maintenant la date de 2032 va être tenue? Maintenant, nous sommes confiants de respecter la date, non? Parce qu'il ne s'agit plus des prévisions qui ont fait au niveau du projet, mais il s'agit des dates qui sont fixées dans les contrats signés, non? Et donc, les entreprises doivent respecter les dates qui sont fixées. Merci Fabrice Legard, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Alexandra Caron-QC, il est confiant, Mario Virano, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que c'est hallucinant d'entendre quelqu'un dire « ce sera prêt pour 2032 », c'est très bien, alors que le GIEC nous dit que 2030, donc 2032 ans avant, il faut qu'on ait baissé nos émissions de moins 50%. Donc je suis atterrée puisque ça veut dire qu'on continue à faire comme si rien n'avait changé, comme s'il n'y avait pas de sécheresse, comme s'il n'y avait pas de dérèglement climatique, comme s'il n'y avait pas des problèmes sur les gaz à effet
de serre. On a besoin de ferroviaire et on est tous d'accord ici pour dire qu'on a besoin de ferroviaire. Moi, je regrette que vous n'y ayez pas plus agi quand vous aviez des gouvernements pour que le fret ne baisse pas. Nous avons besoin de quoi? On a un patrimoine ferroviaire magnifique. On a le 2e réseau quand même européen. Il est magnifique, mais il est dans un état lamentable. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire du ferroviaire, mais qu'il faut mettre 100... Pas magnifique, hein. Qu'il faut mettre au moins 100 milliards pour pouvoir rénover. Les présidents de région le demandent, le PDG de la SNCF le demande, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va creuser un nouveau tunnel, puisque le Lyon-Turin, on fait comme si c'était un nouvel usage. Mais le Lyon-Turin, il existe déjà. On peut déjà prendre le train. Il y a déjà des lignes qui existent. On a besoin de rénover le ferroviaire parce qu'on en a besoin pour les TER, parce qu'on est en crise énergétique et que les habitants de nos territoires, ils ont besoin de se déplacer. Ils ont besoin de se déplacer maintenant. Sur ce point précis, vous savez très bien que le Lyon-Turin, la ligne, ferroviaire, l'ensemble de la ligne va améliorer les mobilités du quotidien. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous le savez parfaitement. On va pas entamer l'émission qui suivra. Les mobilités du quotidien, ça fait partie quand même des énormes enjeux du tracé du Lyon-Turin, avec des gros débats là-dessus. Quand on va rajouter du fret sur la ligne historique, par exemple, on va encore manger des créneaux pour la mobilité du quotidien. Alors que si on enlève, mais bien sûr que si, et vous le savez mieux que moi, comment vous allez faire passer 140 trains de marchandises de la saturation que Madame Borne a mis en place en 2019 n'a pas rendu ses conclusions. Nous, ce que l'on demande, c'est pas de blablater. Ce que l'on demande, c'est que dans les 6 mois, on ait des chiffres qui soient fiables. Parce que moi, le ping-pong, chacun envoie ses chiffres à l'autre, ça m'intéresse pas. On demande, les élus écologistes, on demande que cet observatoire rende enfin ses conclusions dans les 6 mois. Et là, on pourra en reparler, parce que il n'est pas du tout prouvé, de saturation. Sur l'axe Annecy-Aix-les-Bains. Une chose qui est certaine, et ça les spécialistes du ferroviaire le savent, c'est que quand vous êtes sur une ligne mixte, vous avez des capacités en sillon, voyageurs et fret, vous avez des capacités en sillon qui sont moindres pour les 2 usages, parce que les usages sont hétérogènes. Et vous ne faites pas circuler sur une ligne des trains sans aucun arrêt, de la même manière que des trains avec plusieurs arrêts. C'est notre problème sur la ligne Chambéry-Modane. C'est-à-dire que comme vous alternez des trains TER avec des trains TGV, avec du fret, le temps entre chaque passage est multiplié par 3 ou par 4. C'est-à-dire que le cadencement des trains sur une ligne à usage unique, comme du fret, roule à la même vitesse, et donc vous pouvez en faire beaucoup plus, sinon c'est un temps de 24 minutes, là où quand vous avez le même usage, c'est 4 minutes. Donc il y a des limites inhérentes à la ligne classique. Par ailleurs, moi je suis quand même habitante d'une vallée de la Maurienne, et je suis très contente là d'avoir des personnes qui... peut-être pas Monsieur Ibelens, parce qu'il habite aux Molettes, alors je le mets un peu à part, parce qu'il sera concerné peut-être plus que les autres. Mais, pardonnez-moi, vous ne vivez pas dans la vallée de la Maurienne ni en Comte de Savoie. Non, mais je le dis parce que le renforcement du trafic sur la ligne historique, ça veut dire des nuisances en bruit maximum. Peut-être que vous voulez faire circuler les trains de fret la nuit, mais ça veut dire que les Mauriennais subiront les nuisances massives en bruit. Et également, Monsieur Coulem, c'est là où je ne comprends pas, parce que vous êtes député de la 4e circonscription, et ce que vous proposez, c'est une augmentation du trafic et une saturation finalement du réseau côté Chambéry, et une augmentation du trafic sur la ligne historique qui passe par l'Aravoire, par Barbera, et qui va impacter les Chambériens. Je vous avoue que je ne comprends pas, en tant que défenseur de ce territoire, que vous ne portiez pas le Lyon-Turin. Tout en tunnel, c'est aussi beaucoup plus de capacité ferroviaire et beaucoup moins de nuisances pour les habitants et pour les Savoyards et pour les gens de la voie rapide. Alors moi qui habite un peu de la région, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Madame Bonivard, que vous vouliez avoir une nouvelle infrastructure, c'est une chose. Non, c'est pour les habitants de la Savoie. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Mais je suis élu, Monsieur Ibelens. Aujourd'hui, oui, vous êtes élu. Il n'en reste pas moins que moi, je suis un citoyen et que je peux. Oui, bien sûr, mais je crois que vous avez essayé de vous faire élire, vous n'avez jamais réussi. Donc, ce que je veux dire, mais je pense que vous ne devriez pas abîmer la fonction de parlementaire. Elle est déjà tellement dégradée aujourd'hui. Ne l'abîmez pas. Je défends les habitants de mon territoire. Mais je vous le dis, vous étiez le 10 décembre 2016 avec Monsieur Wauquiez, avec Monsieur Mignola, et vous étiez là pour développer du fret ferroviaire. Il faudrait un jour, quand même, que vous nous expliquiez depuis 20 ans
combien les gouvernements que vous avez soutenus, Monsieur Bussereau qui est venu avec Monsieur Bouvard, vous qui étiez avec Monsieur Bocquet, combien de camions avez-vous sorti? Combien avez-vous sorti de camions? Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les camions sont sur la route. Vous nous parlez du Lyon-Turin pour le futur. Les camions sont sur la route. Vous êtes allé à Éton en 2016. Vous n'avez rien fait pour sortir un seul camion. Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour sortir un seul camion. Nous nous disons une seule chose. La SNCF, dans son rapport préliminaire pour l'Observatoire de la saturation, dit il y a au moins 87 circulations pour des trains qui transportent des camions. C'est simple, vous mettez 30 équivalents camions sur chaque train et vous avez sorti la moitié des camions. Ce que je vous dis, Madame Bonivard, c'est que je vous ai proposé en 2007 que nous voyions pour travailler sur ce dossier, comme j'ai travaillé avec Monsieur Dor. Parce que on a travaillé avec tout le monde. Nous avons travaillé avec tout le monde sur ces choses-là. J'ai siégé aux assises de la mobilité. Clairement, nous voulons sortir les poids lourds. Nous voulons sortir les poids lourds aujourd'hui. Ce que vous avez fait, et là, c'est le bilan. C'est zéro, vous n'en avez sorti aucun. Vous aviez posé une question à Jean-François Coulombe sur Chambéry qui serait saturé. Du passage des trains, c'est quand même une question importante. Antoine Fatiga, on va laisser Jean-François Coulombe répondre et je vous promets que vous aurez la parole ensuite. J'ai le plan de circulation dans les tunnels, c'est 42 à 45. Il y a eu un exercice, parce que, je veux dire, nous, la sécurité, elle ne se négocie pas dans le tunnel actuel. Il y a eu un exercice jeudi dernier. Ça semblerait et RFI. Alors, je vais permettre quand même d'exprimer Monsieur Fatiga, arrêtez d'agiter les chiffons rouges sur la sécurité. Je vous ai donné le règlement européen. S'il vous plaît, Antoine Fatiga, Daniel Ibanez. Messieurs, s'il vous plaît. On va surtout pas entrer dans une guerre de chapelle syndicale. Non, absolument pas. Messieurs, s'il vous plaît, Antoine Fatiga, Daniel Ibanez. Une question vous a été posée, Jean-François Coulombe. Est-ce que votre objectif, c'est de saturer Chambéry ou est-ce que le Lyon-Turin peut désaturer l'agglomération de Chambéry en matière ferroviaire? Parmi les promoteurs du projet unique du Lyon-Turin 2, là où il nous faut d'abord saturer la ligne existante, que ce faisant... Saturer la ligne existante. Saturer la ligne existante, exactement. Okay. Non, mais voilà, et nous l'assumons. Les Savoyards prendront acte. La question... Ils sont saturés, les lignes existantes. Exactement, mais il y a une façon de faire. Sur la courbe de Savoie... 3 minutes, s'il vous plaît. Sur la cluse de Chambéry, on peut très bien imaginer, moi c'est un projet que j'aimerais promouvoir d'ailleurs avec l'ensemble des élus et vous allez voir que ça va peut-être vous plaire. Moi je pense que si nous développions un tramway sur l'axe nord-sud de Montmélian... On vous a pas attendu, c'était déjà dans le SCOT, hein, et ça a été travaillé et précisément ça ne peut fonctionner que si on enlève des 37. Si on fait un tramway, on blinde des fronts. On n'est pas sur les lignes, on n'est pas sur le sillon existant. On va pas lancer s'il vous plaît le débat sur le tramway de Chambéry parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le RER, le tramway, on l'appelle comme on veut. Il y a quand même des choses très intéressantes en termes d'environnement et ça aussi ça vous concerne tous et ça vous intéresse tous. L'un des derniers arguments développés par les opposants au Lyon-Turin, l'un des derniers arguments soulevés, c'est la problématique de la ressource en eau. Un rassemblement avait été organisé début septembre en Maurienne. Je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'époque par Renaud Gardette et Frédéric Pasquette. La ressource en eau, voilà, on va attendre que le sujet arrive. Visiblement, il est un peu coincé dans les embouteillages autour de Chambéry. Je ne sais pas s'il prend le train ou s'il passe par la route. La ressource en eau... a été doublé et qu'on a ouvert à la circulation une galerie de sécurité. Oui. Alors justement, tiens, par rapport à la galerie de sécurité... Ah non, on parle de ressources en eau. Non. Je revenais hier de Turin. Dans cette galerie de sécurité qui va être ouverte à la voie, il y il y avait des trompes d'eau qui tombaient côté italien. Les embouteillages se sont dissipés, ni les notables, j'ai pas vu non plus personne. On va regarder Daniel Ibanez, on va regarder ce reportage de... Vous allez à au Conseil d'État, vous n'en faites aucun. Eh ben dis donc, messieurs, s'il vous plaît. On va regarder Daniel Ibanez, s'il vous plaît. Un petit peu d'humilité. On va vous couper les micros, attention. On va donc regarder ce reportage pour souffler un peu de Renaud Gardette et Frédéric Pasquette sur ces problématiques de ressources en eau autour du chantier du Lyon-Turin. C'était en septembre dernier. La question de l'eau va-t-elle faire basculer le chantier du Lyon-Turin? C'est l'espoir de ces militants. Selon eux, une vingtaine de captages d'eau potable seraient détruits par le creusement du tunnel. Cela représenterait 125 millions de mètres cubes d'eau drainés par le chantier.
Pour les responsables du chantier, des sources ont bien été impactées à certains endroits, mais des compensations ont déjà été installées. Ils réfutent l'idée que de l'eau potable viendrait à manquer. Aujourd'hui, l'eau qui arrive de la montagne, des profondeurs, circule à travers le chantier. C'est de l'eau naturelle qui ne participait pas à l'alimentation en eau potable des captables des communes. Et c'est de l'eau qui retourne au milieu naturel. Pour faire la lumière sur ce dossier, les députés d'opposition vont déposer dès ce lundi une demande pour lancer une commission d'enquête parlementaire afin d'interroger sous serment les responsables du Lyon-Turin. Alors ce lundi, c'était début septembre. Elle en est où cette commission d'enquête parlementaire, Jean-François Coulombe? Eh bien écoutez, on est un certain nombre de députés à l'avoir signée, donc elle va suivre son cours. Nous espérons, je l'espère, que disposer de notre doigt de tirage pour pouvoir la mettre en avant et la faire aboutir. Mais je voudrais parler de sa motivation surtout. Pourquoi nous avons fait une chose pareille qui réclame de l'énergie, qui réclame d'aller convaincre un certain nombre de parlementaires de notre Assemblée pour leur montrer qu'il est important que nous fassions quelque chose sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il est légalement interdit de forer au droit des zones de captage d'eau potable. Or, c'est exactement ce qui est en train de se produire là. Sur l'ensemble de ce chantier, sur son tracé, on est en plein sur un certain nombre de zones de captage. Ça devrait être interdit. Donc, c'est illégal. Et c'est cette illégalité-là qui nous interpelle en tant que parlementaires, parce qu'on n'est pas censé non plus laisser se dérouler des chantiers qui sont en illégalité avec la réglementation sur l'eau, à un moment où justement les ressources hydriques vont venir à manquer cruellement, comme c'est le cas dans déjà un certain nombre de massifs alpins, où certaines communes sont obligées d'être approvisionnées par des camions-citernes. Nous on dit, avant d'aller plus loin, surtout, faisons une commission d'enquête pour vérifier que... Faire peur, c'est terrible. C'est pas faire peur, c'est la réalité, monsieur. Faire peur. C'est la réalité. Alors, un coup, ça a été l'amiante. Ouais. Le coup d'après, ça a été le fait des roches. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils ont les opposants. Non, mais je veux dire, c'est là quand même qu'on voit que, en dévoyant le sujet, on n'arrive pas au sujet de fond qui a été posé jusqu'à maintenant. C'est comment on fait du report modal. Alors, un coup, c'est la flotte. Un coup, je veux dire. Mais il y a plusieurs angles dans ce projet qui font que ça ne va pas. Je l'ai dit tout à l'heure, côté italien, il y a de l'eau aussi qui coule. Quel aveuglement de ne pas vouloir voir. Ceci étant, tu n'as pas vu la sécheresse cet été. Non, mais j'ai vu la sécheresse. Non, arrêtons de faire peur avec la sécheresse. Enfin, je suis d'accord sur les problèmes de peur. J'ai pas dit qu'on n'était pas d'accord. J'ai dit, mais arrêtons de faire peur. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Antoine Fatiga, je vous laisse développer. Ensuite, Émilie Bonivard, on reviendra vers vous, Alexandra Caron-Cucet. Moi, j'aurais aimé que les députés fassent par exemple un rapport à ce qu'ils appellent là, pour dire comment aujourd'hui il n'y a pas de report modal. Tiens, pourquoi aujourd'hui l'État ne met pas assez d'argent sur les SNCF? Pourquoi aujourd'hui on a éclaté la SNCF en 5 sociétés pour justement qui font qu'on a du mal à travailler ensemble? Avec vos alliés. C'est ça là. Les responsables sont avec vos vous, alliés. Monsieur Ibanez, parce que vous l'avez dit aux amis de la Terre. Au niveau national, je vous déclare. Revenons à l'eau. Est-ce que la question de l'eau peut faire capoter tout le chantier du Lyon-Turin? Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'eau est prise en compte. Il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour le dire, qu'il y a aujourd'hui des études qui sont faites, mais je reviendrai quand même à la question de l'environnement de manière générale. Nous, faire passer les camions aujourd'hui sur les trains, c'est une question de santé publique. Absolument. Il y a 100 000 morts par an dues à la pollution, 48 000 morts. En Maurienne et en Tarentaise, c'est 145 morts. Si aujourd'hui on ne le fait pas, c'est devant eux. Il y en a aussi beaucoup dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Voilà, c'est devant eux qu'on sera responsable. La question de l'eau est une question qui peut être largement gérée, que ce soit à cet endroit-là. Les Suisses sont arrivés à faire des tas de tunnels, ça n'a pas posé de problème. Les Italiens font des tas de tunnels. Moi, je suis allé à Turin, il y a des tas de tunnels. Il y a des problèmes d'eau aussi. On est arrivé à gérer la flotte. Arrêtons de faire peur aux gens sur la question de l'eau, qui est une question essentielle, primordiale et tout. Et je sais de quoi je parle, m'occupant aussi des remontées mécaniques, c'est une question essentielle. Mais par rapport à ça, je dirais, c'est un arbre qui cache la forêt. Moi, l'intérêt général, c'est comment aujourd'hui on fait passer des camions qui aujourd'hui passent sur la route, comment on les fait passer sur le rail, et dans ce sens-là, quelles sont les propositions parlementaires pour le faire? Et que chaque comprendre quand même que ça interroge la question de l'eau, Émilie Bonivard. C'est vrai que l'été a été extrêmement sec. Je suis députée de cette circonscription depuis 6 ans maintenant. Moi, mon unique objectif, bien sûr, c'est de servir mon pays et d'essayer de le faire avancer correctement. Mais c'est avant tout, parce que c'est cette passion-là qui m'a guidée dans mon engagement, c'est de défendre les Savoyards, de défendre les habitants de cette circonscription aujourd'hui et leurs enfants demain. C'est la première de mes priorités. Donc jamais, je ne permettrai que ce qui est essentiel pour la vie de nos territoires soit diminué.
Donc, je rejoins ce qu'a dit Antoine. La question de l'eau, c'est une question fondamentale, mais agiter de façon irrationnelle cette peur, ce n'est, pour moi, de la part de responsables politiques, ce n'est pas raisonnable. Moi, je suis députée de ce territoire, j'ai été réélue sur une position sur le Lyon-Turin qui est très claire. Et j'ai même été réélue majoritairement. Alors voilà, je me l'explique pas forcément, hein, dans des communes qui sont fondamentalement, dans la commune qui est fondamentalement opposée au Lyon-Turin. J'ai été élue majoritairement. Ça veut dire que même si on n'est pas d'accord, surtout, les Mauriennais et les gens me font confiance. Ils savent que je vais me battre pour eux. Aujourd'hui, pour l'eau, pour tout vérifier, pour suivre les choses, pour être hyper exigeante, comme je l'ai toujours été pour les habitants d'aujourd'hui, mais aussi pour penser à leurs enfants, à nos enfants, pour qu'ils continuent à vivre dans nos vallées. Donc sur la question de l'eau, alors Monsieur Coulombe, vous invoquez des choses. Moi, il y a certainement des sujets à voir. Simplement, le chantier du Lyon-Turin a eu des autorisations de l'État et fait partie du réseau de suivi de l'eau qui s'applique depuis 2007. Ça signifie qu'il y a 130 captages et sources qui sont en suivi et on a accéléré, on a renforcé ce suivi. TELT, en tant que maître d'ouvrage, est obligé de le faire, mais avec les élus du territoire, comme nous voulons être très exigeants et être très transparents vis-à-vis des habitants, nous avons exigé de l'État qu'il mobilise le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, pour faire une étude, on va dire, plus indépendante, pour qu'on ne dise pas TELT est juge et parti. Et donc on a des mesures de suivi qui sont extrêmement rigoureuses. Et on a 33 sources. Il est écrit dans ce rapport, 75% des suivis ne sont pas exploitables. C'est écrit par le BRGM. Le BRGM pointait les carences en 2021. Ne nous dites pas que c'est extrêmement correct. Justement. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés. C'est bien pour avoir un niveau d'exigence de suivi qui est supérieur. Et c'est ce que nous avons obtenu avec les maires. Fin 2021, Émilie Bonivard, fin 2021, le BRGM, donc le bureau dont vous parliez sur les recherches géologiques et minières, parlait, je cite, de carences et d'approximation de la part de la société qui creuse le tunnel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés et que tous les mois, nous avons un point avec les maires, avec le sous-préfet, avec les spécialistes, et dans les comités, il y a des gens qui ne sont pas favorables au Lyon-Turin. Donc moi, la transparence vis-à-vis des Mauriennais, c'est ma première exigence. On a 33 sources qui sont des sources d'eau potable prioritaires. Donc on a mis en place, TELT a dû mettre en place, en lien avec les maires qui suivent ça, des mesures de suivi extrêmement rigoureuses. Et moi je peux vous dire une chose, c'est que je ne lâcherai rien là-dessus. Parce que nous devons évidemment être très vigilants. Mais il ne s'agit pas de dire c'est l'eau contre la qualité de l'air. Pour moi, c'est les deux. C'est et l'eau et la qualité de l'air. L'eau, Alexandra Caron-QC, ça vous fait réagir également? Oui. Moi, ça fait 3 fois que vous dites que jamais, au grand jamais, vous allez prendre de risques. S'il y a 0 risque, pourquoi il y a un problème de transparence? Il y a quand même, effectivement, le fameux BRGM qui a dit que quand même il y avait des choses desquelles on pouvait douter. Et on demande à l'entreprise même qui fait les travaux de mesurer pour savoir s'il y a un problème ou pas. Il y a eu le rapport Covid demandé par l'UE qui fait mention d'une affectation du débit des eaux de surface. Il y a eu donc il y a un moment, il faudrait qu'on arrive à se rendre compte quand même que les élus devraient être un petit peu plus humbles vu le taux de participation aux élections et que du coup on pourrait peut-être se dire nous avons dépassé la 6e limite planétaire sur le cycle de l'eau douce. Alors peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus humble parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent nous a mené droit dans le mur et nous ce que l'on demande c'est que lutter contre les fuites de la ville de Grenoble par exemple, ce serait bien sur la qualité de l'eau et je vous ai laissé parler, ce serait bien. On va pas voir le chantier de la ville de Grenoble non plus, c'est un peu hors sujet. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que nous on demande une suspension immédiate et conservatoire pour qu'il puisse y avoir des études sérieuses de fait. Parce que s'il n'y a aucun problème, ça vous donnera raison. Mais au moins
qu'il y ait des études indépendantes et en toute transparence. C'est ce que j'ai demandé. On voit des points de vue très tranchés, des oppositions très marquées. On va faire un dernier petit détour par l'Italie avec Fabrice Legare, qui est accompagné cette fois d'un député, Cinque Stelle. Les 5 étoiles, c'était ce parti populiste qui était au gouvernement jusqu'à il y a peu. Ce député vient d'être élu. C'est une figure historique des notables, les opposants au Lyon-Turin. Fabrice, c'est à vous. Oui, alors c'est avec un tout nouveau député du Piémont, fraîchement élu le 26 septembre dernier, que je me trouve. Nino Iai, bonjour. Bonjour à vous. Alors il n'y a pas si longtemps, jusqu'à l'année dernière, la mairie de Turin était dirigée par votre mouvement, les Cinque Stelle, avec sa mère Chiara Appendino. Vous étiez vous-même d'ailleurs adjoint à l'urbanisme dans cette municipalité Cinque Stelle. À Rome, il y avait un gouvernement, il y a eu pendant 5 ans différents gouvernements avec toujours une majorité Cinque Stelle. Comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à bloquer la construction de cette ligne? Pour ce qui concerne la municipalité de Touraine, nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter l'œuvre comme et donc nous avons fait toutes les choses qu'on pouvait faire. Nous sommes sortis de l'observatoire de la Torino-Lyon. Nous avons fait avec le ministre Toninelli une analyse coût-bénéfice de l'œuvre qui a démontré que l'œuvre c'est trop cher et il n'a pas tous ces bénéfices qu'on dit dans toutes les analyses précédentes. Et même la communauté européenne, quand nous avons démontré que les coûts étaient trop chers, il a décidé d'augmenter la dotation financière. On doit évaluer l'hypothèse, l'option 0, c'est-à-dire utiliser la ligne historique. Alors la défense de la ligne historique, c'est un point que vous partagez avec vos collègues notables français. Par contre, sur les modalités de protestation, cela n'a rien à voir en France et en Italie. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence en Italie autour de cette question du Lyon-Turin ? Mais nous avons fait beaucoup de manifestations pacifiques, beaucoup de manifestations. J'ai participé à beaucoup de manifestations où il y avait des enfants, des personnes, des anciens, des grands-pères avec tous les enfants. Les habitants de la Val de oui. Et puis il y a eu de part des gouvernements passés une façon de procéder très dur avec la militarisation de la vallée, accusant même les personnes qui protestaient de terrorisme. Donc ça a exaspéré la situation. Moi, je ne suis pas d'accord avec la violence dans la manifestation, mais à mon avis, sont seulement une petite partie de la proteste. Nino Iai, grazie mille pour cet entretien. Merci beaucoup. Et puis, bon voyage à Rome vers la Chambre des députés. Voilà, alors comme le temps file, on ne va pas forcément repartir sur un débat très animé. En revanche, on va vous donner 30 secondes chacun pour conclure. Pourquoi, selon vous, faut-il ou ne faut-il pas faire le Lyon-Turin? Jean-François Coulombe, c'est à vous. Moi, je pense que c'est un projet coûteux, ruineux et écocidaire, là où on a une solution alternative. Et je voudrais que celles et ceux qui nous regardent s'investissent dans ce débat, parce que c'est un débat très impactant pour nos territoires, que ce soit chez vous, Madame Bonivard, dans la Maurienne, parce qu'il en va, comme vous disiez, de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Comment peut-on vivre dans un territoire qui se prive d'eau potable? C'est pas possible. Donc nous, on est sur cette ligne-là. Il faut absolument aménager le territoire et l'infrastructure existante pour qu'elle absorbe une grande partie du trafic routier actuel. Émilie Bonivard. Oui, aujourd'hui, être contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, c'est un non-sens écologique et politique majeur. C'est condamner les vallées alpines, c'est condamner la Combe de Chambéry, les rives d'Aix-les-Bains, c'est condamner la Maurienne, la Combe de Savoie à toujours plus de trafic routier, à toujours plus de pollution, à toujours plus de congestion des trafics. Et donc, c'est évidemment fragiliser les écosystèmes alpins. Merci Alexandra Caron-Cussé, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Alors moi j'aimerais bien qu'on sorte des grands discours qui disent que c'est toujours pour plus tard qu'on fera très très bien et qu'on commence à juste faire bien dès maintenant et qu'on fasse du ferroviaire dès maintenant, qu'on fasse du report modal, qu'on s'occupe des habitants et des territoires, de ce dont ils ont besoin dans cette crise énergétique et qu'on soit à la hauteur des enjeux du climat et de la préservation de la biodiversité. Vous avez été un peu plus courte. Marina Ferrari, c'est à vous. Alors, faire bien dès maintenant, oui.
Et c'est précisément ce que nous tentons de faire avec le Lyon-Turin et ce que nous allons faire avec le Lyon-Turin. Parce que c'est facile de dire vous allez reporter, mais non, c'est précisément ce que nous faisons. C'est un projet écologique avant tout, même si vous le niez, il faut qu'on y aille. C'est un projet européen et j'aimerais qu'on rappelle cette dimension. C'est un projet qui est financé, qui est cofinancé à 50%. On n'a pas abordé tout à l'heure suffisamment, à mon sens, la question du financement qui est cruciale. Il y aura d'autres émissions sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, pour revenir sur la question du financement. Et c'est un projet qui est extrêmement important pour que nos populations puissent vivre sur notre territoire sans toutes ces nuisances, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit les nuisances sonores liées au fret qui pourraient passer, et demain c'est un sujet qui pourra aussi nous permettre d'améliorer la desserte du quotidien, et c'est extrêmement important de le rappeler. Daniel Ibanez, c'est à vous. La logique du Lyon-Turin, c'est la logique d'Elon Musk, c'est d'aller toujours plus gros, toujours plus fort, alors que l'on sait qu'il faut relocaliser les productions de marchandises. En fait, ce dossier, ce projet, c'est de vouloir faire toujours voyager plus de marchandises, toujours plus loin, en dégradant les terres agricoles. Et donc, on est effectivement dans une logique qui est une logique de croissance des transports. Mais vous savez quel type de transport ? Les gens doivent venir regarder et venir s'informer. Aujourd'hui, on est en train d'envoyer des traverses en béton qu'on fabrique en France, en Italie. Est-ce que les Italiens ne peuvent pas les fabriquer eux-mêmes? C'est ça la logique du Lyon-Turin. Envoyer toujours plus de marchandises d'un côté, de l'autre, alors qu'on peut les produire sur place. Et c'est là un débat de société sur lequel on aurait dû revenir, mais on n'a pas eu le temps, donc on y reviendra. Puis il y a des gens qui croient en une croissance vertueuse. Antoine Fatiga, j'aimerais qu'Antoine Fatiga ait aussi le temps de conclure. J'aimerais qu'Antoine Fatiga ait aussi le temps de conclure. Antoine Fatiga, vous avez très exactement 30 secondes. Pour nous, pour la CGT, c'est un projet global, je le répète, et c'est un projet qui a un sens à la fois économique, social et environnemental. Je m'arrêterai simplement sur la question environnementale. Je rappelle quand même 2-3 chiffres. Au-delà des morts, ce que coûte la pollution et ce que coûte le fait que chaque mode ne paye pas ses justes coûts. Contrairement à M. Ibanez, moi je suis pour que chaque mode paye ses coûts et qu'aujourd'hui le routier paye son juste coût. Et à ce titre-là, on permettra à la fois de relocaliser l'économie, de développer l'industrie et aussi de faire passer les marchandises qui aujourd'hui circulent sur la route vers le rail. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, très animée, vous l'avez vu, c'était intéressant. On reviendra très largement sur le Lyon-Turin. S'il vous plaît, on reviendra très largement sur le Lyon-Turin. C'est terminé, ça sert plus à rien, c'est fini, messieurs, dames. Voilà, c'est la fin de cette émission, bougez pas quand même. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on continuera à discuter du Lyon-Turin. Cette fois, on parlera des tracés et a priori, ce sera au moins aussi animé qu'aujourd'hui parce que le tracé suscite énormément de questions, énormément de débats. Rendez-vous donc dimanche prochain à partir de 10h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Sur France 3, comment est la France en vrai? C'est une question